Quand on traîne un peu sur les réseaux sociaux, on voit passer un rêve. Des captures d'écran, des gains incroyables, des vidéos qui promettent de l'argent en quelques secondes. C'est tout l'univers du scalping. On nous le présente comme une méthode de trading rapide, facile et surtout hyper rentable. C'est une vitrine marketing extrêmement efficace, oui. Mais bon, derrière cette promesse d'argent facile, la réalité est souvent, disons, bien plus brutale. Voilà. Et c'est justement la question qu'on va creuser aujourd'hui. Le scalping, est-ce que c'est une stratégie vraiment viable sur le long terme ou est-ce que c'est juste un mythe marketing qui grille plus de comptes qu'il n'en construit? C'est exactement ça. Et pour y voir plus clair, on va se plonger dans une analyse qui aborde le sujet de manière très très directe, sans concession. L'idée, c'est de séparer le fantasme de la réalité. Parfait. Et ce qui est intéressant, c'est que la conclusion de cette analyse, elle est donnée dès le début. Ça cadre bien la discussion. En gros, c'est très nuancé. Oui, le scalping peut être rentable. Mais, et c'est un gros mais, il n'est absolument pas fait pour la majorité des traders. C'est ce paradoxe qu'on va explorer alors. Exactement. Bon, pour commencer et pour être sûr que tout le monde nous suit bien. Si on enlève tout le marketing, tout le bruit autour, le scalping, concrètement, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est une stratégie de trading à très haute fréquence. L'idée, c'est simple. On ouvre et on ferme des positions très très vite. Très vite, c'est-à-dire? Parfois en quelques secondes. On ne cherche pas à deviner la tendance de la journée, non. On cherche juste à attraper le tout petit mouvement des prochaines minutes, voire des prochaines secondes. D'accord, donc on est très loin de l'image de l'investisseur qui analyse ses graphiques sur des semaines. Là, c'est de l'accumulation de micro-profits. Précisément, l'analyse donne des détails techniques très clairs. On travaille sur des unités de temps minuscules, genre la minute, M1, ou 5 minutes, M5. Ah oui, c'est très court. L'objectif de bien est tout petit, entre 2 et 10 pips, ou points. Du coup, la fréquence des trades peut être énorme. Tout, absolument tout, repose sur la vitesse, la précision chirurgicale et une discipline de fer. Ce qui m'amène à la psychologie derrière tout ça. Pourquoi une méthode aussi intense attire autant de monde? L'analyse est très claire là-dessus, beaucoup y viennent pour de mauvaises raisons. C'est le nœud du problème. La recherche de l'argent rapide et l'addiction à l'action. Ça ressemble presque à un jeu de casino en fait. Et puis bien sûr, il y a cette illusion de contrôle vendue sur les réseaux où on ne montre que les réussites. C'est le moteur principal, oui. Mais ce qui est fascinant, c'est qu'il y a aussi des avantages logiques, de bonnes raisons de s'y intéresser. Ah oui? Lesquels? Le fait de rester très peu de temps sur le marché, ça réduit énormément l'exposition au risque. Un trade de 30 secondes, il n'est pas exposé à une annonce économique surprise qui tombe 2 heures plus tard, par exemple. C'est un excellent point ça. Moins de temps exposé, moins de risques d'imprévus. Exactement. Il n'y a pas non plus de frais swaps, ces frais qu'on paye pour garder une position ouverte toute la nuit. Et puis, il y a un autre aspect, plus psychologique cette fois. Le feedback est immédiat. On sait dans la minute si la décision était bonne ou mauvaise. Attendez, ça c'est un point capital. On parle toujours du stress, mais ce retour instantané, ce cycle action-résultat ultra rapide, c'est peut-être ça la véritable drogue du scalping, non? Plus encore que l'argent? C'est une excellente lecture, tout à fait. C'est ça qui rend la pratique si addictive. Et puis, la méthode est aussi très adaptée au marché volatile, où les petits mouvements sont constants. Mais le vrai problème, et le texte insiste lourdement dessus, c'est que la grande majorité des gens y vont pour les mauvaises raisons. L'appât du gain, l'excitation. Et c'est là que les ennuis commencent. C'est là que tout commence. Et c'est là justement qu'on touche au plus grand mensonge marketing. L'idée que le scalping serait facile. L'analyse qu'on a sous les yeux le dit sans détour. C'est non seulement faux, mais c'est l'exact opposé de la réalité. C'est même présenté comme l'une des disciplines les plus difficiles du trading. Chaque erreur, même toute petite, coûte une fortune. Quand on vise un gain de 5 pips, une erreur de 2 pips, c'est déjà une catastrophe. Ça anéantit presque la moitié du gain espéré. Je vois la pression psychologique, mais au-delà de l'humain, il n'y a pas aussi des obstacles purement techniques, presque invisibles, qui rendent la chose encore plus difficile? Si, absolument. Et le document met en lumière 2 ennemis jurés du scalper. Le premier, c'est le spread. La commission du courtier, en gros. Voilà. L'écart entre le prix d'achat et le prix de vente. Sur un trade de long terme où l'on vise 100 pips, un spread de 1 pip, c'est rien. Mais quand on vise un gain de 5 pips, ce même spread de 1 pip, ça représente 20% du gain potentiel. C'est énorme. Donc en fait, chaque trade commence dans le négatif. Il faut déjà que le marché aille dans notre sens juste pour revenir à zéro, avant même de penser à gagner. C'est un handicap de dingue au départ. C'est exactement ça.
Et le deuxième ennemi, c'est le slippage. C'est le décalage entre le moment où on clique et le moment où l'ordre est vraiment exécuté. Dans un marché qui bouge très vite, ce décalage, même d'une fraction de seconde, peut transformer un petit gain en petite perte. D'accord. Pas ce choc qui résume tout. Une seule mauvaise décision peut effacer 10 bons trades. Le scalping, ça ne pardonne rien, absolument rien. On vient de parler du stress, du slippage, des spreads. Quand on met tout ça bout à bout, j'imagine que le taux de réussite n'est pas très élevé. Est-ce que le document donne des chiffres concrets sur le taux d'échec? Oui, et il donne un chiffre qui fait froid dans le dos, souvent confirmé par les régulateurs. Environ 90% des scalpers perdent de l'argent. 90%? Et l'analyse identifie 4 raisons principales. La première, c'est l'overtrading. Le fait de trop trader, j'imagine. C'est ça. Trader non pas parce qu'il y a une vraie opportunité, mais par ennui, par impatience, ou juste pour sentir l'action. On se force à voir des signaux là où il n'y en a pas. La fameuse peur de rater quelque chose, le FOMO, mais appliqué à chaque minute. Ça doit être psychologiquement épuisant. Épuisant et très coûteux. La règle est simple. Plus de trade ne veut pas dire plus de profit. Et ça mène au deuxième problème, un très mauvais money management, une mauvaise gestion du risque. C'est-à-dire? Beaucoup de débutants risquent un pourcentage beaucoup trop élevé de leur capital sur un seul trade. Leurs stop-loss, les ordres pour couper les pertes, sont souvent mal placés, soit trop serrés, et ils sautent pour rien, soit trop larges, et là c'est la perte dévastatrice. Il n'y a pas de ratio risque-gain qui est clair et respecté. On a donc l'overtrading, la mauvaise gestion du risque. L'analyse parle aussi d'un ennemi plus discret. Oui, un ennemi qu'il qualifie d'invisible mais puissant, les frais. Sur des dizaines, voire des centaines de trades par jour, les spreads, les commissions, ça s'accumule et ça ronge la performance. C'est un coût que beaucoup sous-estiment jusqu'à ce qu'ils voient leur relevé à la fin du mois. D'accord. Et j'imagine que le quatrième pilier de l'échec, c'est le plus humain de tous, la psychologie. C'est le champ de bataille principal. Le scalping, c'est un amplificateur d'émotions. Le stress est décuplé, la peur est constante, l'euphorie après quelques gains peut rendre imprudent. Et surtout, il y a le revenge trading. Le revenge trading. Cette envie viscérale de se refaire tout de suite après une perte. Ça conduit presque toujours à des décisions impulsives et donc à des pertes encore plus grandes. La psychologie d'un scalper doit être celle d'un athlète de haut niveau. Très peu de gens sont préparés à ça. Et pourtant, ce chiffre de 90% d'échecs, ça veut bien dire qu'il y a 10% qui réussissent. Alors comment ils font, eux? Qu'est-ce qui les différencie? Ce n'est pas du talent mystique. C'est une question d'infrastructure et de méthode. L'analyse insiste là-dessus. La rentabilité n'est possible que si un ensemble de conditions très, très strictes sont réunies. Il faut se construire un environnement de trading quasi parfait. Qu'est-ce que ça veut dire, un environnement parfait? D'abord, le choix du courtier. C'est non négociable. Il faut un broker ECN, accès direct au marché, avec des spreads minuscules et une exécution des ordres ultra rapide, de l'ordre de la milliseconde. D'accord, l'aspect technique est primordial. Ensuite, la plateforme de trading. Elle doit être d'une stabilité à toute épreuve. Un simple freeze de l'écran pendant 2 secondes peut être fatal. Et au-delà des outils, il y a la méthode elle-même, j'imagine. Bien sûr, trader à des horaires très précis, souvent aux ouvertures de marché. Avoir une stratégie d'une simplicité désarmante et parfaitement répétable. Pas de place pour l'hésitation. Et enfin, le plus important, des règles de gestion du risque qui sont inviolables. Absolues. Et si un seul de ces éléments manque? C'est fini. Le document est formel. La stratégie devient mathématiquement perdante. Face à cette liste d'exigences presque surhumaines, on pense tout de suite à une solution: éliminer l'humain. Que dit l'analyse sur l'utilisation de robots, les experts advisors, pour automatiser tout ça? C'est une très bonne question. Le texte compare les deux approches. Le trading manuel, il est plus flexible. Il s'adapte mieux aux conditions du marché. Mais c'est épuisant et le fardeau psychologique est énorme. Alors que le robot, lui, n'a pas d'émotion. Aucune. Sa discipline est parfaite. Son exécution est instantanée. Un robot, ça n'hésite jamais. Le problème, c'est qu'il est très rigide. Il est programmé pour des conditions de marché précises. Si le marché change, le robot, lui, continue et peut se mettre à perdre systématiquement. Et puis, soyons honnêtes, beaucoup de robots vendus sur Internet sont des arnaques. Donc ce n'est pas une solution miracle. Non. La conclusion est sage. Que ce soit manuel ou automatique, le vrai problème, ce n'est pas l'outil, c'est la logique et la robustesse de la stratégie derrière. Cette exigence de perfection, de règles inviolables, ça me fait penser aux prop firms, ces sociétés qui financent les traders qui réussissent leurs tests.
J'imagine que le scalping doit être une des stratégies les plus difficiles à faire valider chez elle. C'est une excellente transition. Le document souligne que c'est souvent incompatible avec leur modèle. Leurs règles de drawdown, de perte maximale autorisée, sont très strictes. Un seul mauvais trade de scalping peut faire échouer le test en quelques minutes. Ah oui, d'accord. Et puis, il y a souvent un gros décalage de slippage entre l'environnement de démo du test et les conditions réelles. Donc on ne se bat pas à armes égales. Pas vraiment. Il y a aussi souvent des règles un peu floues sur la fréquence des trades, qui pénalisent directement les scalpers. Le résultat, c'est que beaucoup de traders qui sont rentables sur leur propre compte échouent systématiquement à ces tests. Vu que le scalping est si exigeant, est-ce que l'analyse propose une alternative? Une approche qui reste sur du court terme et qui serait plus saine? Oui, il propose une comparaison très éclairante avec le day trading. C'est-à-dire, on reste dans la même journée, mais sur des périodes plus longues que quelques minutes. Et la différence est si grande. Elle est énorme si on regarde leur tableau comparatif. Pour le scalping, le stress est jugé très élevé. En day trading, il est modéré. La discipline requise passe d'extrême à élevé, ce qui est déjà un standard très haut, hein. Et sur la durabilité? Et pour les débutants, C'est là que tout se joue. La durabilité du scalping est faible à moyenne. Celle du day trading est élevée. Et surtout, à la question adaptée aux débutants, la réponse pour le scalping est un non catégorique. Pour le day trading, c'est un oui, avec des conditions, bien sûr. La conclusion est claire. Le day trading est une approche plus saine et plus durable pour la grande majorité des gens. D'accord. Donc si le day trading est plus durable et si la plupart des scalpers échouent, quel est le vrai secret de cette minorité qui, elle, réussit? Si ce n'est pas la frénésie, qu'est-ce qu'ils font de si différent? Eh bien, c'est le point le plus contre-intuitif et le plus important de toute l'analyse. Le scalping rentable, celui de l'élite, est à l'opposé total de l'image qu'on s'en fait. C'est-à-dire? Il ne cherche pas l'excitation, pas les gros biens, et surtout pas une avalanche de trades. Au contraire, il cherche beaucoup moins, mais beaucoup mieux. Donc l'image qu'on a du scalper qui clique 200 fois par jour, c'est en fait l'image de celui qui va perdre. C'est exactement ça. Le scalper d'élite, il cherche très peu de trades dans une journée. Parfois un ou deux, c'est tout. Un ou deux? Oui. Des trades qui présentent une probabilité de succès écrasante, basée sur une configuration de marché très précise qu'il a attendue patiemment, parfois pendant des heures. Le risque pris est infime, et le processus est mécanique, répétable, jour après jour. Le texte le résume en une phrase. Les meilleurs scalpers tradent moins, pas plus. Ils agissent comme des snipers, pas comme des mitrailleurs. Donc, si je résume ce qu'on a appris grâce à cette analyse, le scalping vendu sur les réseaux, l'argent facile, la vitesse, l'action, c'est une façade marketing. C'est une façade dangereuse. La vérité, elle est double. D'un côté, oui, le scalping peut être rentable, ce n'est pas un mythe complet. Mais de l'autre, c'est une discipline d'élite, réservée à une minorité de traders ultra disciplinés, avec une infrastructure parfaite et un mental d'acier. Et pour les 90% restants? pour eux, c'est un piège émotionnel et financier. Un raccourci illusoire qui mène presque toujours à la perte du capital. Mais pour les 10% qui maîtrisent les codes, c'est une arme redoutable. L'analyse se termine sur une phrase que j'ai trouvée très forte. Le scalping n'est pas une question de vitesse, c'est une question de maîtrise. C'est la synthèse parfaite. Elle continue. Si l'on cherche l'argent rapide, le scalping nous détruira. Si l'on cherche la précision et la discipline, il peut nous récompenser. Exactement. Et ça soulève une question qui va bien au-delà du trading en fait. On voit ici que dans un domaine obsédé par la rapidité, par le volume, le vrai succès vient de la patience, de la sélection, du fait de faire moins, mais de le faire parfaitement. Et ça amène à se demander dans combien d'autres domaines de notre vie, où la société nous pousse à l'hyperactivité, à multiplier les tâches, la véritable maîtrise ne se trouverait-elle pas, au contraire, dans la réduction et la précision chirurgicale de nos actions ?